Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'émission au Parlement européen, comme vous l'avez peut-être reconnu avec la couleur bleue derrière moi. Émission réalisée et proposée par Scanner. Scanner était un dispositif médiatique belge qui a pour mission de porter la voix des jeunes, donc vous et moi, partout cela est possible finalement, comme ici au sein de l'Union européenne et par plein de moyens différents. Écriture, podcast ou encore émission, comme celle que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Qui dit nouvelle saison dit nouveau nom d'émission, alors oubliez Scanner au Parlement européen et dites bonjour à Trait d'Union. Changement de nom, mais même principe. On va interroger des députés européens et européennes sur le fonctionnement de l'Europe, mais aussi sur ses enjeux. Pour cette nouvelle saison, les émissions sont plus courtes, plus vulgarisées et aussi plus énergiques, alors installez-vous confortablement pour le lancement de cette saison 2. Aujourd'hui, on va parler des affaires étrangères. Un thème qui peut sembler un peu flou, un peu nébuleux, d'ailleurs on aura l'occasion de l'expliquer, mais qui fait en fait régulièrement les titres de l'actualité. On peut penser au Congo, au Soudan, Palestine, Iran, Ukraine et même encore relations avec les États-Unis, bref, des sujets qui interpellent les jeunes comme les moins jeunes. Et pour en parler aujourd'hui, je ne serai pas seul car j'aurai la chance d'être accompagné sur ce plateau de deux personnes. La première, c'est Eline Verbruggen, membre de la rédaction jeune de Scanner. Bonjour Eline. Bonjour Corentin. Alors Eline, toi tu auras pour mission de porter la voix des jeunes tout en amenant des enjeux spécifiques sur les affaires étrangères. Tout à fait. Et ce n'est pas tout, car le deuxième invité n'est rien d'autre que monsieur Elio Di Rupo. Bonjour Di Rupo. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Je propose qu'on entame directement Oui. cette émission avec une première rubrique qui a tout simplement pour objectif de vous présenter. Aussi simple que ça. Et donc, je vais vous donner des phrases avec des trous dans les phrases, un bon vieux texte à trous qu'on a tous fait à l'école, et vous demander de les remplir de façon la plus concise possible. Vous êtes prêts ? Oui, oui. Alors la première, très simple pour que tout le monde comprenne le principe, je m'appelle... Je m'appelle Elio, oui. Alors, au Parlement européen, ma fonction actuelle, c'est... Député européen. Je suis député européen depuis... Depuis juin 2024, donc la fonction a débuté en juillet 2024. Parfait. Mon parti politique au niveau de la Belgique, c'est... Le PS, Mon groupe, donc le regroupement de partis, mais au niveau de l'Union européenne, c'est... c'est SND, Socialiste et Démocrate. Alors, question un peu plus complexe, mais toujours concise. Si je vais résumer son orientation politique en 2-3 mots, ce serait... Mais c'est une orientation progressiste, c'est-à-dire en tenant compte du fait que tout le monde doit pouvoir tirer profit d'une prospérité qui doit se nourrir. Et avec une égalité totale homme-femme, la protection des minorités, le respect du droit international, bref, une société juste. Et c'est ça l'objectif. Et justement, si vous pouviez faire voter une directive, donc une loi européenne finalement, maintenant, elle porterait sur... Elle porterait sur le fait que la société doit être juste en termes de recettes, de dépenses et aussi de rapports de force. Et c'est cela qui est le plus important à mes yeux, parce qu'aujourd'hui, on voit que le droit s'efface et que c'est la force qui l'emporte. Et Trump en est, je dirais, l'incarnation Et pour parler. d'ailleurs, on va avoir l'occasion de reparler de M. Trump par la suite, mais peut-être dernière question. La place de la jeunesse dans l'Union européenne, c'est... Elle est fondamentale parce que nous ne travaillons pas que pour nous, nous travaillons pour nos jeunes. Et si on laisse à nos jeunes un champ de bataille, ce sera beaucoup plus difficile à reconstruire. Alors que depuis la fin de la Deuxième Guerre, on a beaucoup évolué. Nous sommes l'espace le plus libre du monde, l'espace qui, malgré la Hongrie et ce qu'on a connu d'autres pays, est le plus démocratique du monde. Alors non seulement ça se défend, mais ça se consolide pour permettre aux jeunes, alors avec leur volonté, leur savoir, leur désir, de modeler ça, mais sur une base qui est une base solide. Et justement, on aura l'occasion de reparler des libertés. Merci Elio Di Rupo. Maintenant, aux téléspectateurs, téléspectatrices, ça va un peu mieux. Eh bien, qui vous êtes ? On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Simplement, on va parler des affaires étrangères, comme j'ai dit, mais pour en parler, il faut comprendre ce que c'est. Et ça tombe bien parce que, on a notre vulgarisatrice attitrée, Pauline Ramdon, qui nous a concocté une petite vidéo. Et donc, ma question est très simple. Pauline, c'est quoi les affaires étrangères ? Les affaires étrangères, c'est l'ensemble des relations qu'un pays entretient avec le reste du monde. Ça peut être des relations politiques, économiques ou diplomatiques. Dans le cas de l'Europe, on parle donc d'affaires étrangères pour désigner l'ensemble des relations que les 27 États membres ont avec le reste du monde. Ça peut être d'autres États ou d'autres organisations, comme l'Organisation mondiale du commerce ou encore les Nations unies. Bon, vous vous en doutez, le sujet, il est super vaste et donc parfois très compliqué. Aujourd'hui, plusieurs enjeux dominent l'actualité internationale. Déjà, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Iran.
Le 28 février, les États-Unis et Israël mènent des frappes illégales en Iran. Ça mène à un embrasement total de la région et à une situation qui ne s'est toujours pas stabilisée. Et donc on peut se poser la question, quel est le rôle de l'Europe dans tout ça ? Déjà, l'Europe, elle n'a pas du tout été prévenue par les États-Unis, ses alliés, qu'il y aurait ces frappes. C'est donc difficile de se positionner. Ensuite, il faut savoir que pour les affaires étrangères, il faut que les 27 États membres se mettent d'accord à l'unanimité. Et ça, vous pouvez vous l'imaginer, ça prend du temps. Ensuite, il y a aussi les États-Unis. Depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les relations avec les États-Unis sont devenues encore plus instables. Et comment est-ce que l'Europe doit réagir à tout ça ? Parce qu'il y a l'augmentation des droits de douane sur les produits importés et exportés. Comment est-ce que l'Union européenne doit-elle se positionner face aux attaques au Moyen-Orient, mais aussi à la capture de Maduro au Venezuela, ou encore l'envie de Trump d'annexer le Groenland ? Bref, tout ça c'est compliqué. Et comment est-ce que l'Europe doit-elle agir quand son allié principal devient, lui, complètement instable ? Et puis, il y a aussi d'autres conflits, comme la Palestine, qui divise encore plus l'Union européenne. Là où l'Europe se montre très active pour la guerre en Ukraine face à la Russie, beaucoup critiquent le manque d'action que l'Union européenne prend à Gaza. Et dans tout ça, le Parlement, il sert à quoi ? Pour les affaires étrangères, il faut savoir que ce sont les États membres qui ont le plus de pouvoir à travers le Conseil européen. Mais le Parlement, il n'est pas sans rien non plus. Les députés derrière moi dans l'hémicycle peuvent inviter et obliger les dirigeants européens à venir s'exprimer. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, ou Ursula von der Leyen, chef de la Commission, sont donc souvent invités à venir expliquer leur action dans le Parlement. Et les députés, pendant les débats, ils peuvent aussi donner leur avis. Ça permet aux députés de faire pression, et parfois, ça fonctionne. Les députés ont aussi le pouvoir d'adopter des résolutions, des petites lois non contraignantes. Et à travers ça, les députés peuvent aussi s'exprimer sur les affaires étrangères. Bref, vous l'aurez compris, les députés, eux non plus, ne sont pas sans rien quand on parle d'affaires étrangères. Merci Pauline. Et grâce à toi, eh bien, tout le monde, y compris moi, sait un peu mieux ce que sont les affaires étrangères, mais aussi les enjeux actuels, enjeux dont on aura l'occasion de reparler eh bien, dans la suite de cette émission. Et on va repartir avec une rubrique un peu plus légère, c'est celle du oui-non. Alors, il y a du repos, le nom paraît assez évocateur, mais c'est très simple, c'est qu'Éline va vous poser 10 questions. Vous pouvez répondre que par oui ou par non. Alors, les questions, elles seront parfois plus générales sur le fonctionnement même de l'Union européenne, et parfois, elles seront plus précises sur les affaires étrangères. Attention, on n'a qu'une minute, donc c'est vraiment que par oui ou par non. Vous aurez l'occasion de développer la réponse dans la suite de l'émission, bien évidemment. Éline, tu as la parole. Oui. Endosser le rôle de député européen est un objectif de longue date pour vous ? Oui, Voudriez-vous incarner une autre fonction au sein de l'Union européenne à l'avenir ? oui, Êtes-vous globalement satisfait des décisions prises par le Parlement européen depuis le début de votre mandat ? non, L'Union européenne incarne-t-elle suffisamment ses principes et ses valeurs dans sa politique internationale, comme avec les droits de l'enfant ? non, L'Europe devrait-elle prendre des sanctions plus importantes vis-à-vis des pays membres qui ne respectent pas les droits humains ? oui, Est-ce que pour vous, l'extrême droite risque de devenir majoritaire au sein du Parlement européen ? oui, Est-ce que vous pensez que c'est encore possible de prendre une décision à 27 pays ? non, Est-ce que le Parlement a assez de pouvoir pour exercer une influence sur les affaires étrangères ? Vous pouvez répéter ? Oui. Est-ce que le Parlement a assez de pouvoir pour exercer une influence sur les affaires étrangères ? Non, Est-ce que les États-Unis sont toujours un allié ? non, Est-ce que l'Union européenne doit prendre des sanctions plus importantes envers Israël ? oui. Merci, le repos, vous allez pouvoir souffler, maintenant on répond librement pour la suite de cette émission. Et ça tombe bien parce que pour la prochaine rubrique, ce sera ni Éline ni moi qui vont poser des questions, mais plutôt des jeunes, parce qu'on est parti à la rencontre d'élèves du secondaire qui étudient ici au Centre scolaire d'Anne-de-Marie à Bruxelles. Et on leur a demandé si vous avez des questions à vous poser sur les affaires étrangères. Ils ont eu beaucoup d'inspiration, on a même dû faire un tri. Alors je propose bien qu'on écoute leurs questions et puis qu'on y réponde une par une. On les écoute. Comment l'Union européenne peut soutenir davantage les citoyens iraniens dans leur volonté de changer de régime ? Comment l'Union européenne peut-elle rester indépendante face aux USA depuis l'élection de Trump ? Dans quelle mesure l'Europe peut-il garantir l'égalité des genres au-delà de ses frontières ? Alors vous avez entendu effectivement ces questions, on va les répéter et y répondre dans l'ordre. Alors pour vous donner une indication, on a plus ou moins 4 bonnes minutes pour répondre à 3 questions, donc il va falloir essayer d'être complet et concis à la fois. Donc la première, je la répète, c'est celle d'Aristote. Il demandait comment l'Union européenne peut soutenir davantage les citoyens iraniens et iraniennes dans la volonté de changer de régime, parce que pour rappel, effectivement, le régime iranien est un régime dictatorial qui a une grosse répression envers effectivement ceux qui tentent de changer de régime. Comment l'Union européenne peut se positionner par rapport à ça ? Elle peut se positionner à travers les réseaux, parce que ce qui compte en Iran comme ailleurs, ce ne sont pas les bombardements extérieurs, mais c'est le fait que la population elle-même puisse être libérée et s'autodéterminer.
C'est extrêmement compliqué en Iran, parce que l'Iran a une histoire depuis le retour de Khomeini en 1979. Et c'est un pays non seulement autoritaire, mais avec une très grande décentralisation. C'est d'ailleurs pour ça que pour le moment, Trump échoue. Et le seul moyen d'aider la population, c'est par infiltration. Certaines ONG, mais avec beaucoup de prudence, parce que le régime, emprisonne des membres d'ONG, mais aussi en travaillant sur des alliés de l'Iran, pour tenter de modérer les répressions iraniennes. Mais c'est une situation très, très complexe. C'est-à-dire, contrairement à d'autres pays, l'Iran, c'est 80 millions d'habitants, et ils se sont habitués à avoir un pouvoir extrêmement décentralisé. Et donc, Trump a cru qu'en décapitant la tête, on allait trouver une solution. Or, la preuve est faite que ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas un pays comme un autre. Et c'est un pays qui aussi finance le terrorisme international, et donc c'est un pays avec lequel il faut être prudent pour ne pas enclencher ce qu'a fait Trump, une réaction alors beaucoup plus grave, qui est une dispersion du terrorisme partout dans le monde et donc en Europe. Mais du coup, effectivement, plutôt la diplomatie, soutenir les réseaux locaux. Je disais, on va devoir déjà passer à la deuxième parce que le temps passe très vite. La deuxième qui était, mais comment l'Union européenne, elle peut rester indépendante finalement depuis la réélection de Trump en novembre 2024 ? Alors, mon point de vue est le suivant. Il faut lui résister. Le Premier ministre, en lui disant, tu veux faire ça, eh bien, nous, Européens, avec le pouvoir que l'on a, commercial, on fait ça. Et tu veux augmenter les tarifs, eh bien, nous le ferons aussi. Alors, dans un mécanisme où tout le monde perd. Ouais. Mais ici, ce qui s'est produit, avec notamment Mme von der Leyen, c'est que nous avons cédé tout de suite. Et comme Trump est un reviriliste autoritaire, il en profite au-delà du raisonnable. Et donc, la résistance, et deux, il faut tirer les leçons tout de suite. L'Europe doit devenir autonome. Elle doit avoir sa politique industrielle et elle doit se détacher progressivement de toutes les substances, les produits et surtout des positions déterminantes par rapport aux États-Unis. Effectivement, deux grands mouvements finalement, comme vous l'expliquez. La dernière question, peut-être parce qu'il nous reste 1 minute pour cette rubrique-là, la question effectivement de Mohamed qui demandait dans quelle mesure l'Europe, l'Union européenne, elle peut garantir l'égalité des genres au-delà de ses frontières. Alors, si déjà on garantissait l'égalité des genres à l'intérieur de nos frontières, ce serait déjà quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il y a la théorie et la réalité. Il reste encore du travail. Mais nous exportons nos valeurs. Mais pour le moment, pour que l'Europe soit audible, il faut qu'elle soit une puissance. Et dans l'histoire des civilisations, il n'y a aucune puissance qui n'ait une défense qui est dissuasive. Et donc moi je suis pour la paix et pas la guerre, mais je peux vous dire que toute l'histoire montre qu'un pays, une partie du monde qui n'a pas une défense qui permette d'avoir de la dissuasion n'est pas écoutée par les autres parties du monde. Et c'est ce qui se passe avec l'Union européenne. Une dissuasion pour peut-être effectivement promouvoir ses valeurs à l'extérieur de ses frontières. Pour être respecté, pour être entendu et oui, bien entendu. Et à ce moment-là, on peut faire porter notre parole à travers le monde. Merci Elie Diropo. On va enchaîner avec une autre rubrique, la dernière grande rubrique de cette émission, qui s'appelle « Réponse à une déclaration publique ». Alors, le nom de la rubrique est assez évocateur. Tout simplement, c'est que Eline est spécialiste, tout simplement, d'aller chercher des petites rubriques qui font un peu tâche, qui font aussi parfois, qui interpellent, j'ai envie de dire. Et donc, faites par des personnalités publiques, ça peut être des politiciens, politiciennes, militants, militantes, ou encore des membres du milieu académique. Et donc, Eline va après vous poser des questions en lien avec cette déclaration. Eline, quelle pépite nous as-tu trouvé aujourd'hui ? Oui, en effet, Corentin, j'ai déniché aujourd'hui une déclaration de Greta Thunberg aux côtés de Rima Hassan lors de la conférence sur la plage, la conférence de presse à Barcelone, juste avant son départ pour Gaza en bateau flottille. Elle dit « Nous savons pourquoi nous sommes ici. De l'autre côté, il y a la mer, il y a un génocide en cours, une famine de masse provoquée par la machine à guerre qu'est Israël. » Alors, je me posais la question, et je vous pose la question, M. Diropo, est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà en quelques mots quels sont les enjeux à Gaza en ce moment ? Alors, le grand responsable, c'est Netanyahou. Et il faut distinguer les Israéliens de Netanyahou et les Juifs du monde de Netanyahou.
Donc moi, je n'accable pas les Juifs, je n'accable pas les Israéliens, j'accable le gouvernement et Netanyahou. C'est lui qui est responsable. Et c'est depuis, il est au pouvoir 20 ans, il y a eu une interruption, et il n'a fait aucun effort pour trouver un accord avec les Palestiniens. Ce qui se passe à Gaza est inacceptable, c'est absolument atroce, et ça va générer des rancœurs pour les 50 prochaines années. Et ça met en danger les Juifs du monde entier. Et donc, cette situation, elle est inimaginable. Et tant que les États-Unis sont, comment dirais-je, collés à Netanyahou, ce sera très difficile. Donc on doit continuer. Moi, je respecte et je soutiens toutes celles et tous ceux qui défendent Gaza, mais on ne doit jamais sombrer dans l'antisémitisme et il faut bien distinguer Netanyahou des Israéliens et des Juifs du monde. Peut-être avant que tu poses cette question, pour que tout le monde sache, Netanyahou, c'est bien effectivement le Premier ministre israélien, comme ça tout le monde est sur la même base. Je t'en prie, tu peux poser ta question après. Je me demandais comment l'Union européenne peut ou ne peut pas intervenir dans ce conflit. Encore une fois, c'est la même question que tout à l'heure. L'Union européenne ne sera écoutée dans le monde que si elle a elle-même une défense qui est une défense dissuasive, c'est-à-dire qui est capable de se faire respecter. La diplomatie, sans avoir une force militaire qui puisse être une dissuasion, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et on le voit, l'Union européenne n'est pas présente sur la négociation entre Israël et, comment dirais-je, les Américains et bien sûr la Palestine, n'est pas présente en Iran, n'est même pas présente alors que nous avons engagé 250 milliards d'euros dans la négociation de paix, ou en tout cas on l'espère, entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, moi je suis pour la paix, et non pour la guerre, soyons très clairs, mais, je répète pour la deuxième fois, l'histoire des civilisations montre, et pour les jeunes, c'est important de le comprendre. Moi, je suis anti-militariste, mais nous avons besoin de nous faire respecter, sans quoi on ne nous écoute pas. Voilà. Et pour vous, un État membre peut intervenir dans ce conflit ? Un État membre peut, parce que dans la relation internationale de l'Union européenne, il y a les relations que l'Union en tant que telle réalise, mais chaque État membre, et surtout les grands pays, la France est un pays puissant. C'est d'ailleurs le pays militaire le plus puissant de l'Union européenne actuelle. Le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union européenne. L'Allemagne a sa diplomatie, l'Italie a sa diplomatie, l'Espagne a sa diplomatie, la Pologne, mais la Pologne colle aux États-Unis. Et donc l'Union européenne, c'est un mélange de politique étrangère propre à l'Union, mais aussi les 27 pays qui a sa politique. Et là, à l'avenir, il faudrait faire converger tout cela sur un certain nombre de sujets pour que l'Union européenne parle d'une et une seule voix. Et pour ça, il faut une réforme, parce que l'Union européenne a besoin d'un et un seul visage. Alors, Lydie Durupo, on arrête tout simplement de vous cuisiner parce qu'on tombe déjà vers la fin de l'émission et on va terminer un peu plus en douceur avec une dernière rubrique très courte qui est la lecture d'un texte. Car oui, Scanner, ça reste avant tout une ASBL qui va à l'encontre des jeunes pour leur permettre de se raconter via l'écriture ou encore d'exprimer leur avis. Et donc, cette fois-ci, on a rencontré un jeune qui nous a écrit un texte, vous allez voir, qui colle au thème de l'émission sur les affaires étrangères, pour rappel. Et effectivement, ici, ce jeune a préféré rester anonyme, mais Eline va pouvoir effectivement incarner ce texte. Eline, on t'écoute. Prenez pour exemple le fait que la Déclaration universelle stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Si l'on est un minimum conscient de la réalité, tout un chacun sait que cela est faux. Un enfant né au Darfour n'a pas les mêmes droits qu'un enfant né en Belgique. Un enfant né en pleine guerre à Gaza n'a pas les mêmes droits qu'un enfant né à Paris, en France. Pourtant, c'est ce que stipule la Déclaration universelle des droits des enfants. Toutefois, je dirais qu'il ne faut pas être pessimiste. On peut toujours essayer de combattre l'injustice à notre échelle par des petites actions, aussi petites soient-elles. Les montagnes sont faites de petits cailloux. Merci Eline. Finalement, je trouve que ça conclut bien cette émission. Peut-être, Lydie Durupo, 2-3 phrases maximum si vous voulez réagir à ce texte, que ça vous évoque. Alors, vous avez 1000 fois raison. Et moi-même, je suis né dans une famille extrêmement pauvre. J'ai perdu mon père, j'avais 1 an, et maman est morte ne sachant ni lire ni écrire. Je sais ce dont vous parlez. Et cette égalité des enfants est pour moi fondamentale. Et donc l'Union européenne
doit justement se restructurer, être beaucoup plus autonome pour se faire entendre, parce qu'au sein de l'Union européenne, cette déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, elle est voulue et respectée à l'essentiel des États membres et on doit continuer à porter notre parole à travers le monde. Mais vous avez raison, tous les enfants ont droit au même traitement et au droit à l'émancipation personnelle. Et c'est sur cette note qu'on va terminer. Merci Léo Di Rupo d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir à vous. Aussi de jouer à ce jeu. Alors finalement, on espère quand même que cette émission faite par et pour les jeunes vous a plu. Mais oui, c'est très sympa et j'espère que vraiment on compte beaucoup sur les jeunes. Vous savez, on fait ce qu'on peut, on essaye de laisser un monde qui a du sens et que les jeunes puissent à leur manière, avec leur sensibilité, leur savoir-faire, transformer vers un mieux. Mais on visera ce mieux. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bientôt, tout bientôt même pour une prochaine émission ici même au Parlement européen. On continuera à bien interviewer des députés européens et européennes sur le fonctionnement de l'Europe, mais aussi sur ses enjeux. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre bien, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, mais pourquoi pas LinkedIn, encore on peut toujours rêver, ou encore notre site internet bien évidemment. C'est simple, c'est toujours scan-r. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis.